Bonjour, nous partons pour un tout nouveau chapitre. Nous allons parler de choses totalement différentes. Maintenant, nous allons parler de biodiversité. Nous allons parler de l'évolution de la biodiversité également. Donc, c'est un tout nouveau chapitre qui n'est pas du tout dans la continuité de ce que nous avons vu. Mais vous verrez que il va être question de reproduction, forcément. Mais là, plutôt chez l'humain, nous allons regarder chez l'ensemble des êtres vivants. La première chose que nous allons voir en introduction, c'est ce qu'est la notion de diversité. Donc, introduction, la notion de biodiversité. Les êtres vivants sont différents. Ici, vous avez quelques êtres vivants, vous avez des champignons, vous avez des bactéries, vous avez des animaux, vous avez des végétaux. Ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même taille. Ça, c'est microscopique, par exemple, alors que ça, c'est un animal qui fait dans les 2-3 mètres de long. Il y en a qui peuvent se déplacer, comme les bactéries ou les crocodiles ici. Il y en a qui ne se déplacent pas, ou très lentement, comme les champignons ici ou les plantes. Il y en a qui peuvent survivre avec la photosynthèse, donc qui ont besoin de consommer d'autres choses, etc. Bref, vous avez une énorme diversité d'êtres vivants. Cette diversité des êtres vivants, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Bio, ça veut dire être vivant, donc la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants. Donc les êtres vivants diffèrent les uns des autres. On appelle biodiversité la diversité des êtres vivants. Alors cette diversité peut se voir sur plein de points différents. Et vous voyez, on a plein d'êtres vivants différents. On peut avoir des êtres vivants qui diffèrent par leur forme. Ici, vous avez deux animaux. Ça, c'est un animal. Ça ressemble à un végétal, mais c'est un animal. Vous voyez ici que ces deux animaux sont très différents au niveau de la forme. Ici, vous avez un animal avec des tentacules qui partent dans tous les sens. Ici, vous avez un animal qui est composé de 4 membres, une tête au bout d'un long cou. Bref, vous avez des formes différentes. Des tailles aussi très différentes. Celui-là est beaucoup plus grand que celui-là. Autre point, vous avez des modes de vie très différents. Ici, vous avez un condor qui donc se déplace énormément en volant. Ici, vous avez un hêtre qui ne se déplace pas. Le condor va bouger énormément, bouger ses ailes, sa tête. L'être va peu bouger. En revanche, l'être va perdre ses feuilles à chaque automne et grossir de nouvelles feuilles à chaque printemps, tandis que le condor va toujours avoir ses plumes sur lui. Donc vous avez des modes de vie très différents. Vous allez avoir également des fonctionnements très différents. Ici, vous avez un métabolisme qui utilise la photosynthèse. On a vu ça en cours pour le hêtre. Pour notre girafe ici, on est sur un animal qui a donc besoin de manger d'autres êtres vivants pour survivre. Donc le métabolisme est très différent. Enfin, on peut avoir des différences dans les milieux où l'on vit qui sont liés à tout. Ici, vous avez votre animal, ça s'appelle un crinoïde, qui vit dans l'eau, dans la mer. Et ici, vous avez un animal qui vit sur les montagnes. On peut avoir des animaux qui vivent dans des forêts, qui vivent sur la banquise, qui vivent dans des déserts, qui vivent dans des forêts, qui vivent dans d'autres êtres vivants, ça peut arriver, qui vivent dans le sol, etc. Bref, nous allons avoir des milieux de vie très différents. Donc la diversité exprime de nombreuses manières, dans tous les aspects des êtres vivants, que ce soit la forme, la taille, la couleur, dans leur mode de vie, dans leur métabolisme et dans leur milieu de vie. Les questions qu'on va se poser dans le cours que nous allons avoir là, dans ce chapitre, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir voir au niveau géographique quels sont les aspects de la biodiversité. Est-ce qu'on va regarder la biodiversité au niveau d'un individu, d'une région, de la Terre entière? Et comment est-ce que ça évolue également au cours du temps? Comment est-ce que la biodiversité change aujourd'hui, comment elle a changé dans le passé, et pourquoi elle change? Ce sont donc ces questions-là qu'on va se poser. On va commencer par regarder les échelles à laquelle on va observer la biodiversité. Donc le grand 1 sont les échelles de biodiversité. Pour comprendre ces échelles de biodiversité, il faut revenir à un concept extrêmement important que vous avez déjà vu normalement en primaire et au collège, qui est le concept d'espèce. Les êtres vivants sont très différents. Pour arriver à comprendre les êtres vivants et comprendre leur diversité, on les a classés, on a fait des groupes. Là par exemple, vous avez un groupe qu'on appelle les animaux. Et dans ce groupe des animaux, vous avez un groupe qu'on appelle les crocodiliens et le groupe des oiseaux. C'est deux groupes différents. Je mets ensemble, alors là il y a des oiseaux d'espèces différentes. Je mets ensemble des oiseaux parce qu'ils se ressemblent, ils peuvent voler, ils ont un bec, ils ont des pattes de certaines manières, etc. Je mets ensemble les crocodiliens euh, et je mets ensemble ces animaux qui ont par exemple une tête, qui ont des os, etc. Alors que je ne mets pas dans le même groupe la renoncule qui est ici, etc. Donc on va pouvoir séparer comme ça les êtres vivants dans des groupes. Le groupe principal, le groupe
qui est la base du raisonnement, c'est celui qu'on appelle l'espèce. Alors, vous avez déjà appris le concept d'espèce. Le concept d'espèce, ce sont des animaux qui se reproduisent entre eux et dont les descendants se reproduisent entre eux. Les espèces, en général, correspondent à des aspects différents. Par exemple, ici, vous avez 6 mouettes, c'est 6 espèces de mouettes différentes. Et on voit au niveau du bec, au niveau des yeux, au niveau de la tête, on arrive à différencier chacune des espèces. Donc il y a des aspects différents au niveau de la morphologie, c'est-à-dire au niveau de la forme, de la taille, etc. Mais dans une même espèce, ici c'est la même espèce d'escargot, vous pouvez avoir des aspects très différents. Ici, vous voyez, la coquille de tous ces escargots est totalement différente, alors que c'est la même espèce d'escargot, ça s'appelle les escargots des haies. Vous avez ici la même espèce d'escargot avec des couleurs et des formes très différentes. Parfois, cette différence elle peut être très marquée, par exemple, entre le mâle et la femelle. Ici, vous avez une menthe religieuse, deux menthes religieuses, un mâle et une femelle. Et ces deux menthes religieuses qui sont ici appartiennent à la même espèce. Ils se reproduisent. Ici, on voit qu'ils se reproduisent ensemble. Et pourtant, on voit qu'au niveau de la taille, au niveau de la forme, vous avez des choses très différentes. Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Donc, pour comprendre la biodiversité, on classe les êtres vivants dans des groupes cohérents. Le groupe le plus utilisé, c'est l'espèce. Une espèce, c'est un groupe comprenant d'individus interféconds, donc qui peuvent avoir des enfants ensemble, et dont les descendants sont interféconds, c'est-à-dire que les descendants peuvent aussi avoir des descendants ensemble. Cependant, il y a des cas où le concept d'espèce ne suffit pas. Par exemple, les fossiles, ici. Vous ne pouvez pas savoir si les fossiles sont féconds ou pas. On va les classer dans des espèces, mais il est hors de question de faire se reproduire des fossiles. C'est des morceaux de roche, ça ne se reproduit pas. Donc, pour les fossiles, on utilise d'autres choses. On va utiliser par exemple la forme des fossiles. Et on va du coup donner le nom d'espèces en fonction de la forme. Mais on ne sait pas si, à l'époque où ces êtres vivants vivaient, ils étaient vraiment interféconds ou pas. Autre cas dans lequel on ne peut pas utiliser les définitions classiques, c'est pour certains êtres, par exemple ces bactéries. Les bactéries se reproduisent de la manière qui est visible ici, c'est-à-dire qu'une bactérie se sépare. Donc il n'y a pas de reproduction sexuée, donc ils ne se reproduisent pas entre eux, ils se séparent juste, chacun se sépare. Donc on ne peut pas utiliser le critère d'interfécondité. Alors dans ce cas-là, on va regarder comment fonctionnent les bactéries, pour savoir quels produits elles utilisent, quels produits elles produisent. Et dans ce cas-là, en voyant le métabolisme, on peut dire on a telle espèce ou telle espèce de bactéries. Donc dans certains cas, la définition n'est pas applicable, par exemple pour les fossiles et micro-organismes. On utilise d'autres critères. On peut utiliser la forme, je vous ai montré pour les fossiles, le métabolisme, je vous ai montré pour les bactéries, l'extension géographique, c'est-à-dire où est-ce que l'on trouve. On peut dire très bien, les alligators et les crocodiles ne sont pas de la même espèce parce qu'ils ne vivent pas au même endroit. Parfois, c'est possible, etc. On peut avoir utilisé d'autres critères. Il n'empêche que le concept d'espèce est un concept très utile parce qu'il est inventé par l'homme, mais qui n'a pas forcément toujours une grande cohérence scientifique lorsque je regarde derrière sur le terrain. Par exemple, vous avez ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est ce que l'on appelle un ligre. Un ligre, c'est le croisement entre un tigre et un lion. Or, un tigre et un lion, ce sont deux espèces différentes. Donc le ligre, qui est ici, n'est censé pas être possible parce que les espèces ne sont pas fécondes. Mais, en plus, les ligres sont interféconds entre eux. C'est-à-dire que deux ligres peuvent avoir des descendants. Donc, on devrait dire, normalement, que le tigre et le lion sont la même espèce. Or, morphologiquement, et si jamais on ne met pas ensemble ces êtres vivants, le tigre et le lion ne se reproduisent pas et ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas morphologiquement, et dans la nature, ils ne se reproduisent pas simplement parce qu'ils ne vivent pas au même endroit. Le tigre vit en Asie, le lion vit en Afrique, donc ils ne se rencontrent pas. Donc on est dans quelque chose, vous voyez, la notion d'espèce, elle n'est pas parfaite, elle a ses limites. Elle permet quand même d'aborder la biodiversité. Et notamment, on va pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une espèce et en dehors de l'espèce. Donc l'espèce, c'est un concept inventé par l'humain, qui a ses limites. On peut observer la diversité à différentes échelles, au sein d'une espèce ou entre des espèces différentes. On va commencer par regarder au sein d'une espèce. Et je vais prendre une espèce au hasard, l'être humain, Homo sapiens. C'est une espèce d'animaux, donc j'ai parfaitement le droit de l'utiliser.
Donc au sein d'une espèce, on a vu, on pouvait avoir des choses très différentes. Tous les individus d'une espèce sont différents les uns des autres. On appelle ça la variabilité intraspécifique. Donc chez l'humain aussi, la variabilité intraspécifique. La variabilité intraspécifique, je vous ai déjà montré cette image, qui est sur plein d'aspects différents. Je vais prendre un aspect pour comprendre comment je peux avoir de la variabilité au sein d'une espèce. Comment au sein d'une espèce, on peut tous être différents. Donc je vais prendre juste un point précis, qui est la couleur de la peau. Vous voyez, on peut avoir des couleurs de la peau qui sont plus foncées, plus claires, qui sont intermédiaires. On va vraiment avoir tout un tas de couleurs de peau différentes et toute une gamme de couleurs de peau. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que on n'a pas exactement la même couleur de peau qu'un autre être humain. Je vais voir ça et essayer de comprendre. Il y a une première chose qui va jouer pour le fait de la couleur de peau. Alors oui, pardon, excusez-moi, la couleur de peau, on peut la mesurer et on voit qu'on a des différences dans le monde. Au passage, cette carte, qui est une échelle de couleur de peau, elle montre également que les couleurs de peau sont réparties de manière assez séparée dans le monde. Vous voyez, les colorations plus foncées, certes, on les trouve en Afrique, on va également les trouver dans les populations aborigènes d'Australie, on va les trouver en Nouvelle-Guinée, on va les retrouver en Inde, on va retrouver également en Amérique. Donc la couleur de peau n'est pas quelque chose qui isole un groupe. De plus, vous voyez, on a des gradients, on ne passe pas d'un coup de peau très claire à une peau très foncée. On a des gradients, donc on n'a pas moyen de mettre une limite très nette. Par exemple, on ne peut pas dire là, ceux-là ont la peau foncée, ceux-là ont la peau claire. Vous voyez qu'entre les deux, on a un passage d'une peau plus claire à la peau plus foncée. Autrement dit, on ne peut pas séparer des groupes en fonction de la couleur de la peau, donc on ne peut pas séparer ce qu'on appelait autrefois des races. Scientifiquement, il n'y a pas de race chez l'humain. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il n'y a pas de race. Je ne reviens pas sur tous les détails. Mais c'est l'une des raisons, c'est qu'on ne peut pas séparer les groupes, concrètement. Donc, les couleurs de peau, elles sont qu'on va quand même avoir, même si on n'y a pas des races, entre chaque personne, des couleurs de peau différentes. Ça va être lié à deux choses. Première chose, c'est que l'on peut bronzer. On peut choisir de passer du temps au soleil, et ce temps au soleil fait que notre peau prend une coloration plus foncée. Donc, ce que je vis, ce que je vais appeler mon histoire personnelle, change la couleur de ma peau. Donc, va changer certains de mes caractères. Donc, le fait qu'on soit tous différents, ça peut être lié au fait que on n'a pas tous la même histoire personnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a d'autres choses. C'est un point ici qui est illustré. Vous avez deux enfants qui viennent de la même famille, de la même famille. Cet enfant-là, vous voyez, a une peau foncée, cet enfant-là a une peau claire. Là, ça va être lié à quelque chose que l'on a dans nos gènes, donc quelque chose qui est génétique, qu'on a dans l'ADN. Nous pouvons avoir des couleurs de peau différentes parce que nous avons hérité d'une information génétique différente. C'est le facteur prédominant pour la couleur de la peau. Donc, on va avoir quelque chose qui est génétique, qui est dans nos gènes, qui est dans l'ADN, nos chromosomes. Si je regarde pour la couleur de la peau, je vais regarder, donc ici vous avez des exemples chez différents animaux. À chaque fois, vous avez une version qui a des couleurs foncées et la version qui est plus claire. Foncé, plus clair, foncé, plus clair, foncé, plus clair. C'est lié à un gène précis, que ce gène-là, MC1R, qu'on trouve aussi chez l'humain. On s'aperçoit que les personnes qui ont la couleur plus foncée n'ont pas exactement le même gène MC1R que ceux qui ont la couleur claire. Pourquoi? Parce que vous voyez, si je mets ici une toute petite partie du gène, le gène a beaucoup plus de nucléotides. Je vous rappelle, chaque lettre représente un nucléotide. On voit qu'il y a des endroits où il y a des différences. Ici, là, ici, là, etc. Donc, on va avoir des différences qu'on observe sur ce gène qui vont expliquer les différences de couleur de peau. Donc, la diversité intraspécifique des phénotypes, donc ce qu'on peut voir, je vous rappelle, on a déjà vu le terme phénotype avant en cours, la diversité des phénotypes est liée à deux phénomènes, l'histoire de l'individu et son information génétique. Son information génétique, c'est également ce qu'on appelle son génotype. Donc on ne confond pas le phénotype, ce que l'on voit et que l'on mesure, et le génotype, ce qui est indiqué dans les gènes. Et c'est les deux qui font faire ça. Alors comment ça se fait qu'on peut avoir des génotypes différents? Il se trouve que l'ADN, de temps en temps, elle peut muter, on l'a vu. Il peut y avoir des changements.
Donc ici, 3 types de changements. Je remplace une lettre par une autre, j'efface une lettre ou je mets des nucléotides supplémentaires. Bref, je vais changer mon ADN. C'est une mutation. Si ça arrive dans mes cellules reproductrices, donc dans les testicules ou dans les ovaires, que c'est transmis aux ovules ou spermatozoïdes, je vais pouvoir transmettre ma mutation à mes descendants. Et donc, mes descendants n'auront pas exactement le même gène que moi. Par exemple, ils peuvent changer ici, vous voyez, ces endroits où ça change chez l'humain, en bleu ou en rouge. Donc, je peux avoir des endroits où ça change. Et ces endroits où ça change vont faire en sorte que l'on va avoir 2 versions du même gène. Chaque version du gène, c'est ce qu'on appelle un allèle. Donc, vous avez 2 allèles pour le même gène, ici. Un allèle qu'on va appeler normal et un allèle mutant, c'est-à-dire c'est la nouvelle version du gène. Et donc, dans une population, je vais avoir des allèles différents suivant les personnes, donc il va y avoir une variation allélique. Et c'est cette variation allélique qui explique en partie le fait qu'on ait une variation phénotypique, qu'on ait de la biodiversité. Il y a une partie de la biodiversité qui est due aux variations alléliques, au fait qu'on n'ait pas tous les mêmes versions du gène. La diversité des génotypes est liée aux mutations de l'ADN. À chaque mutation transmise à sa descendance, une nouvelle version du gène muté apparaît. On appelle chacune de ces versions un allèle. La biodiversité peut être en partie observée grâce à la diversité allélique. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous verrons la semaine prochaine la diversité entre les espèces. Et nous continuerons après sur l'évolution. Ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de recopier ce cours et de l'apprendre pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.